Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur quels sont les types, le type d'entretien que l'on peut faire sur sa voiture et quand est-ce qu'il faut faire ces entretiens-là. Donc pour ma part, je me suis fait donc un petit tableau Excel pour justement avoir un bon suivi par rapport à mes véhicules. Et je les ai classés comme ceci. Donc déjà, les contrôles sont sur une année, donc contrôle annuel. Mais également, j'ai des contrôles que j'effectue, on va dire, les week-ends. Sinon, des contrôles tous les mois. On va dire contrôle tous les 10 000 km où j'ai marqué entre parenthèses un an, si le véhicule ne roule pas beaucoup. Des contrôles tous les 20 000 km ou 2 ans, des contrôles tous les 60 000 km ou 3 ans, 80 000 km ou 4 ans, et puis donc ici ce sont des contrôles ou un remplacement que j'effectue quand je sens qu'il y a des problèmes sur le véhicule. Donc pour reprendre le premier contrôle que je fais, donc je l'ai classé dans la catégorie mensuelle. Ce sont donc déjà contrôle de la pression et de l'état de vos pneumatiques, donc de vos roues. Donc comment contrôler la pression? Donc pour cela, il faut quand même avoir un outil que l'on appelle un manomètre ou une poignée gonflable qui permet justement, quand vous contrôlez la pression de vos pneus, de vérifier la pression qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai marqué entre parenthèses ici, pression à effectuer à froid. Pourquoi? Parce que si vous avez roulé plusieurs dizaines de kilomètres, donc la roue, on va dire le pneu a chauffé, et donc l'air qui est à l'intérieur a également chauffé. Et un air qui chauffe, donc se dilate, et donc sa pression est modifiée. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un pneu qui est donc gonflé selon les caractéristiques du constructeur. C'est parfois donc affiché également sur le montant de votre porte. Donc pour cela, je vous invite à voir une vidéo que j'ai également faite sur comment gonfler et vérifier la pression de ces pneumatiques. Donc sur ma chaîne. Ensuite, donc oui, vérifier la pression à froid, parce que vous pouvez avoir une différence de pression d'environ 300 grammes, 0,3 bar. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un pneu à gonfler à 2,4, admettons, 2,4 bar, sachant que, pour ma part, je les gonfle toujours caractéristiques autoroute. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une pression pour tout ce qui est route nationale et pression pour tout ce qui est autoroute. Comme dans ma région, il y a essentiellement que des 4 voies, je les gonfle donc sur une pression, on va dire, autoroute, qui est un petit peu plus élevée. Voilà, donc votre pneu à froid est environ 2,4 bars. Donc vous le mesurez et admettons que vous ayez un doute sur votre trajet pour aller en vacances, donc un lieu de vacances qui se situe à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, votre pression sera différente d'environ, je dis bien environ 0,3 grammes, enfin pardon, 0,3 bar, 300 grammes, 0,3 bar. Donc il faudra penser, c'est pour ça que j'ai marqué entre parenthèses à froid, la pression se mesure à froid, mais admettons que le pneu il est chaud. Pensez donc que lorsque vous allez donc lire la pression sur le pneu, elle sera majorée de 300 grammes, donc de 0,3 bar. C'est-à-dire pression du pneu à froid, on va dire 2,4 bar, admettons, mais à chaud, elle sera donc à 2,4 plus 0,3, donc 2,7 bar. Voilà. Donc si sur le trajet de vos vacances, vous avez donc roulé plus d'une centaine de kilomètres ou plus d'une dizaine de kilomètres, pensez, lorsque vous allez prendre votre mesure, à soustraire environ 0,3 bar pour avoir votre pression à froid.
Si effectivement il y a une différence, admettons voilà, à froid c'est 2,4, mais à chaud vous êtes qu'à 2,5, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une petite fuite, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, comme le pneu il est chaud, vous montez jusqu'à 2,7 bar. Voilà. Donc, ça c'était donc pour la pression. Ensuite, pour l'état des pneumatiques, là également, j'ai également fait une vidéo sur comment lire les inscriptions sur une roue. À savoir que donc sur les flancs d'une roue, vous avez donc différentes informations, dont également la date de réalisation d'une roue. Il faut savoir que passé, on va dire, une dizaine d'années, votre pneu va commencer à se craqueler. Même si il est, on va dire, la structure, la sculpture est encore bonne, le pneu va commencer à se craqueler. Normalement, votre contrôle technique devrait le refuser, mais vous pouvez prendre le devant en remplaçant également votre pneu s'il commence à craqueler. Pourquoi? Parce que un pneu qui se craquelle commence à être un pneu fragile, et donc on ne sait jamais, lors d'un virage un petit peu serré ou autre, il pourrait éclater, voire voilà, créer une fuite, ce qui n'est pas forcément agréable de devoir changer une roue sur le bas-côté de la route. Donc prévoyez quand même, si vous voyez que votre... Donc là c'est quand même un état visuel, hein. Vous voyez que sur les flancs de votre pneu, vous avez des marques, vous avez frotté un trottoir, donc il y a un petit peu de gomme qui est partie ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, il faut les changer. Donc le pneu est quand même un organe de sécurité, c'est quand même ce qui relie la voiture à la route. Donc il vaut mieux remplacer donc le train de pneus. Donc quand on remplace une roue, en fait il faut remplacer le train de pneus, c'est-à-dire la roue donc forcément qui est abîmée ou usée, mais également son opposé, celle qui est donc de l'autre côté. Pourquoi? Parce que sinon vous pourrez avoir une différence justement d'épaisseur de gomme ou de dessin, tout simplement de sculpture, qui sera différente, et donc vous allez le ressentir également dans le comportement de la voiture. Voilà, ça c'était donc pour la pression et l'état des pneus. Ensuite j'ai marqué contrôle du niveau d'huile. Donc ça je l'ai mis dans la case donc à faire tous les mois, mais si vous êtes quelqu'un qui roulait beaucoup, c'est-à-dire vous effectuez plus de 300, 400, 500 km par mois, vous pouvez très bien effectuer ce contrôle tous les week-ends. C'est un contrôle de niveau d'huile, hein, ce n'est pas évident. Je contrôle le niveau d'huile. Là également, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment contrôler son niveau d'huile, donc avec la jauge. Si donc voilà, il faut vous situer entre le minimum et le maximum. Si vous vous rapprochez du minimum, donc pensez à rajouter un petit peu d'huile de façon à être au niveau maximum ou légèrement en dessous. Voilà. Ensuite, contrôle des liquides de refroidissement tous les mois. C'est-à-dire contrôler le niveau qu'il y a donc dans le bocal de liquide de refroidissement, mais également la couleur. Si par exemple vous avez mis on va dire un liquide de refroidissement qui est plutôt couleur jaune, et que doucement vous voyez que cette couleur jaune commence à virer vers le marron, il faudra ensuite prévoir sa vidange. Donc sachant que la vidange, je l'ai noté plus bas, à faire tous les ans, voire tous les 2 ans. Parce que ensuite, votre liquide de refroidissement est un liquide qui contient un produit à l'intérieur de façon à abaisser le poids d'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que votre eau, si vous êtes en surcharge, quand je dis surcharge moteur, c'est-à-dire vous forcez dessus parce que vous êtes dans une grande côte chargée où vous attaquez donc des cols de montagne, votre moteur, donc la température du moteur va s'élever, température d'huile également, et également température d'eau, qui pourrait dépasser les 100 degrés. Donc une température d'eau à 100 degrés se transforme donc en vapeur, mais pour un moteur, il faut surtout pas que ça se transforme en vapeur. Donc c'est pour ça qu'il y a un additif dans l'eau, enfin ce qu'on appelle le liquide de refroidissement,
qui permet d'abaisser, enfin ce produit, hein, ce liquide, cet additif permet d'abaisser le point d'ébullition de l'eau, on va dire, à une température supérieure à 100 degrés. C'est-à-dire qu'à 110 voire 120 degrés, vous aurez toujours l'eau à l'état liquide et non pas à l'état vapeur. Voilà. Donc c'est à contrôler tous les mois. Ensuite, contrôle de la direction assistée. Donc là également, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc contrôlez votre niveau de direction assistée via le bocal, mais également sa couleur. Donc un liquide de direction assistée est plutôt de couleur rouge cerise, hein. Je dirais pas Bordeaux parce que Bordeaux c'est déjà trop sombre, mais plutôt un beau rouge légèrement foncé. Pareil, s'il commence à changer de couleur, à virer vers le marron, donc là il sera temps de le remplacer. Ensuite, donc vous pouvez également démarrer votre moteur pour le contrôle de la direction assistée, hein. Vous pouvez démarrer votre moteur, ouvrir le bouchon donc de direction assistée et contrôler que vous n'ayez pas de bulle d'air. Là également, j'ai fait une vidéo sur comment remplacer sa pompe de direction assistée, justement. Ensuite, contrôle suivant, contrôle du liquide de frein. Donc là également, vous ouvrez donc le réservoir de liquide de frein et vous regardez son niveau. Attention, le liquide de frein est un liquide qui est corrosif. Donc si, entre guillemets, lorsque vous allez ouvrir le couvercle, le bouchon, admettons qu'il y ait une goutte de ce produit qui tombe sur des tuyaux ou la carrosserie, pensez à très rapidement, hein, dans les minutes qui viennent, à essuyer proprement les gouttes de liquide de frein, parce que c'est quand même un produit qui est corrosif et qui va attaquer et le plastique et la peinture. Voilà. Ensuite, j'ai indiqué donc un contrôle de tout ce qui est ampoule, lumière, klaxon, etc. Donc ça c'est relativement simple à faire. Vous démarrez votre voiture, soit vous faites à deux, soit vous faites seul. Contrôlez tout ce qui est clignotant, tout ce qui est lumière, tout ce qui est anti-brouillard, tout ce qui est frein. Par exemple, si vous êtes seul, vous mettez quelque chose sur la pédale de frein, comme par exemple une pierre ou une planche ou autre, de façon à justement pouvoir aller contrôler ensuite tout ce qui est lumière, indicateur de direction, anti-brouillard, etc. Donc ça, c'est aussi des organes de sécurité à contrôler au moins une fois par mois. Voilà. Ensuite, j'ai indiqué, mais c'est pour moi, enlever tout ce qui est goudron avec du white spirit. Donc, j'ai acheté donc un petit récipient, voilà, une petite bouteille de 1 litre de white spirit. Et sur un chiffon, voilà, tous les mois, je fais le tour de la voiture au niveau du bas de caisse. Et le white spirit enlève facilement le goudron sans attaquer tout ce qui est peinture et vernis. Voilà. Et pour moi, donc je mets environ une fois tous les 2 voire 3 pleins, je mets un traitement gasoil que je fais d'ailleurs moi-même et que j'estime voilà que vraiment intéressant comme traitement qui pour moi est même plus efficace que ce qui est vendu dans le commerce. Donc c'est un traitement que je fais d'ailleurs j'ai plusieurs traitements pour tout ce qui est gasoil, mais tout ce qui est également huile moteur, avant vidange, etc. Donc ça, ce sont des contrôles que j'effectue au moins une fois par mois. Si vous êtes un grand rouleur, commercial ou autre, vous êtes un grand rouleur, vous faites énormément de kilomètres, rien ne vous empêche de faire donc les contrôles de niveau d'huile toutes les semaines, les pneus également, la pression toutes les semaines, et également tout ce qui est les ampoules, etc. C'est quand même des organes de sécurité. C'est rapide, c'est assez rapide pour faire ces contrôles-là, donc faut pas hésiter, hein. Une fois par mois, c'est quand même le minimum. Voilà. Donc moi ensuite j'indique également sur la droite par rapport à chaque mois les véhicules qui ont été contrôlés. Donc bien sûr celle-ci, ben voilà, n'existe plus. Celui-là roule très peu, mais voilà, c'est pour moi c'est un indicateur visuel très pratique et qui vous indique très rapidement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Ensuite, je passe au contrôle à faire de façon
annuel ou tous les 10 000 km. Si vous êtes un grand rouleur et que vous faites environ 30 à 40 000 km par an, forcément ces contrôles ou ces vidanges seront à faire tous les trimestres. Voilà. Donc vidange de l'huile moteur plus remplacement du filtre à huile. Donc ça, c'est également une vidéo que j'ai faite qui s'intitule donc justement comment vidanger son véhicule. Sachant que l'huile, donc prenez donc une huile de bonne qualité. Quand je dis bonne qualité, voilà, faut quand même, l'huile moteur, c'est quand même une huile qui permet la lubrification de tous les organes de votre moteur, sachant que le moteur, c'est quand même ce qui permet à votre véhicule d'avancer. Donc lorsqu'on a un véhicule qui coûte quand même une certaine somme d'argent, faut quand même éviter les huiles bas de gamme qui pourraient s'user très très rapidement. Préférez quand même des huiles de moyenne gamme, voire de haute gamme si vous en avez les moyens. Mais on va dire que des huiles que vous pouvez trouver dans des magasins, même des magasins pas forcément de la marque, évitez quand même de prendre les huiles de sous-marque, préférez quand même des marques, bon je vais pas faire de publicité, mais quand même des marques connues, qui sont quand même un peu plus chères, on va dire une dizaine d'euros plus chères pour 5 litres, donc 10 euros de plus pour 5 litres, ça vous fait quand même une vidange. Une vidange, si vous êtes un petit rouleur, dans le sens, vous faites 10 000, 15 000 km, 20 000 km par an, ça sera 1 à 2 vidanges par an. Vous êtes un gros rouleur, donc ça veut dire que vous avez besoin de votre véhicule tous les jours. Voilà, mettez quand même 10 euros de plus, ayez une huile de qualité qui permettra justement de permettre la lubrification de votre moteur. Sachant que moi je l'indique, je suis peut-être plus rigoureux que les constructeurs, mais en tout cas pour ma part je fais une huile tous les 10 000 km, une vidange d'huile tous les 10 000 km. Certains constructeurs vous diront tous les 20 000, voire tous les 30 000. Pour moi j'ai sincèrement un peu de mal avec ça, parce que j'ai quand même travaillé pas mal d'années dans tout ce qui était huile. Et par expérience, je sais qu'une huile, une fois qu'elle, à force de chauffer, d'être soumise à des températures de 80, 90, 100 degrés, finit par perdre de sa qualité. Donc pour moi, une huile, vidange tous les 10 000 km, sachant quand même que quand vous faites des vidanges régulièrement, vous remettez de l'huile de qualité avec un filtre à huile de qualité, vous allez fortement augmenter la durée de vie de votre véhicule, sachant que même pour les personnes qui font très peu de kilomètres, je pense notamment aux voitures de collection qui peuvent faire 500, 1000 km par an. Prévoyez quand même de faire votre vidange tous les ans, parce que même une huile qui reste dans votre moteur et que le moteur ne tourne pas, cette huile va finir par capter l'humidité qu'il y a dans votre moteur, l'humidité. Donc, il va y avoir de l'eau qui va finir par se mélanger à cette huile et donc à détériorer, entre guillemets, les adjuvants, etc. qu'il y a dans l'huile. Donc, quoi qu'il en soit, au maximum, une vidange tous les ans. Voilà. Ensuite, contrôle des disques et plaquettes. Quand vous faites, par exemple, vos remplacements, changements de pneus entre hiver, été ou autre, profitez-en pour contrôler vos disques et vos plaquettes. Quand je dis, donc là, par contre, je ferai une vidéo prochainement pour vous indiquer, comment contrôler les disques et les plaquettes par rapport à tout ce qui est aspect visuel. Si les disques sont bleuis, rayés, fissurés, voire si la cote n'est plus bonne, donc disque à remplacer. Et également comment contrôler donc des plaquettes. Donc si vous avez des témoins d'usure de plaquettes, c'est un plus. Si vous en avez pas, donc dans cette future vidéo, je vous montrerai comment les contrôler. Sachant qu'en général, je dis bien en général, mais tout dépend de quel type de conducteur ou conductrice vous êtes. Je dis bien en général, c'est pas forcément la réalité, mais c'est un disque dure environ 100 000 km.
et les plaquettes 3 fois moins. Mais bien sûr, tout dépend de quel conducteur vous êtes, comment vous roulez. Est-ce que vous êtes plutôt plaine, autoroute ou montagne et avec des lacets? Voilà, donc c'est pour ça que c'est une indication. Mais rien ne vaut forcément un contrôle de disque et de plaquettes. Mais ça, je ferai une vidéo prochainement de façon à vous expliquer comment on contrôle ceci. Ensuite, contrôler la batterie. Également, je ferai également une vidéo là-dessus. L'état de la batterie, également son intensité, plutôt son voltage. Moteur tournant, mesurer donc le voltage qu'il y a sur la batterie. Ça indiquera également le fonctionnement de l'alternateur. Ensuite, on passe à tout ce qui est contrôle tous les 20 000 km ou 2 ans. Donc, purger le liquide de refroidissement. Ça également, je vous le montrerai. Purger le liquide de frein. Ça également, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment on purge, voire on vidange un liquide de frein. Malheureusement, très peu de gens, voire même les garagistes, ne le font pas ou très peu. Et c'est dommage parce que un liquide de frein comme un liquide de refroidissement contiennent des produits à l'intérieur qui, avec le temps, finissent par s'abîmer. Et donc ces produits, ces liquides ne sont plus aussi efficaces que lorsqu'ils sont remplacés. Voilà. Lubrification des serrures de porte. C'est-à-dire qu'en fait, sur la serrure, je passe un petit produit à l'intérieur de la serrure pour maintenir tout le système du barillet, on va dire, en état. Même si aujourd'hui beaucoup de voitures sont ouverture par télécommande, en secours, ça peut arriver que votre télécommande n'ait plus de piles et qu'en secours, vous ayez besoin de ouvrir votre porte via le barillet. Et il serait dommage que le système, après on va dire 5 ans ou 10 ans, soit complètement grippé. Voilà, donc c'est pour ça que je préconise une lubrification des serrures, soit avant l'hiver, également, soit au minimum tous les 2 ans. Voilà. Ensuite, contrôle des courroies. Donc ça également, je ferai une vidéo là-dessus. Contrôle des courroies tous les 20 000 ou tous les 2 ans. Vérifier le niveau d'huile de boîte. Je ferai également une vidéo là-dessus. Contrôler les soufflets de cardan. Pareil, je ferai une vidéo. Contrôler les soufflets de transmission. En fait, il faut savoir que les soufflets, c'est comme une sorte de gants en caoutchouc, une protection en caoutchouc qui va protéger tous les organes de rotation, les rotules, etc., qui permettent aux pièces mécaniques de tourner, voire voilà, de prendre différents angles. Et donc, à l'intérieur, il y a un lubrifiant, de la graisse en général. Et donc, s'il n'y avait pas ce soufflet de cardan, la moindre poussière, gravillon ou autre irait se coller sur la graisse et viendrait abîmer très rapidement tous les organes, les rotules, etc. D'où le contrôle des soufflets de cardan et également soufflets de transmission. Contrôle des durites moteurs. Et effectivement, c'est pour permettre de voir si vous n'avez pas des durites qui sont percées ou sur le point de se couper. Donc ça évite, comme j'ai malheureusement pu le voir en pleine vacances, un couple dont le moteur suite à une surchauffe, il y a une durite qui a lâché, malheureusement en plein dans les Alpes, durite qui a lâché et malheureusement les vacances sont quand même un petit peu gâchées suite à ça. Ensuite, je marque remplacement du filtre à carburant tous les 20 000 km. Au moins tous les 20 000 km, filtre à carburant. Je ferai également des vidéos là-dessus. Remplacement du filtre à air, au moins tous les 20 000 km. Remplacement. Mais pour ma part, tous les 10 000 km, je le souffle. Je ferai également une vidéo là-dessus. Je souffle le filtre à air donc avec la soufflette. Et en fait, toutes les vidanges, je souffle le filtre à air, voire je le remplace. Et toutes les 2 vidanges d'huile, en fait, toutes les vidanges d'huile moteur, je remplace le filtre à air, voire sinon au plus tard, toutes les 2 vidanges de filtre à huile, je remplace mon filtre à air. Voilà. Le filtre à air a un rôle vraiment important, c'est vraiment d'empêcher que la moindre particule extérieure, donc poussière, insectes, etc., rentre dans le moteur, sachant que un organe de votre moteur est très très sensible à la qualité de l'air, c'est le turbo. En fait, il faut savoir que votre turbo, donc c'est un échange
D'un côté, vous avez donc, on va dire, une turbine pour l'air, et de l'autre côté, vous avez une turbine pour tout ce qui est gaz d'échappement. Il faut savoir que ces turbines-là tournent très très vite, plus de 100 000 tours par minute, ce qui est énorme, hein. Ce qui veut dire que si votre air est chargé de petites particules de sable, de poussière ou autre, la turbine va s'abîmer, va se déséquilibrer et donc va générer des vibrations sur les roulements du turbo qui vont rapidement le détruire. D'où l'intérêt de quand même remplacer votre filtre à air au moins tous les 20 000 km, si c'est pas à chaque vidange d'huile moteur, donc tous les 10 000 km. Voilà. Un filtre à air, ça coûte entre 10, on va dire 10 et 20 euros. Tout dépend de la marque, bien entendu, de votre véhicule, mais également de la qualité que vous choisissez. Là encore, sans viser forcément le haut de gamme, essayez quand même de prendre des filtres de qualité, de moyenne gamme, qui permettront quand même d'augmenter la durée de vie de votre turbo et également de votre moteur. Donc ensuite, 60 000 km ou donc tous les 3 ans, vidange de la direction assistée. Donc là également, j'ai fait une vidéo pour justement comment expliquer comment vidanger correctement et entièrement tout son circuit de direction assistée, mais également ensuite, une fois que vous avez fait donc cette vidange-là, comment purger le circuit. Donc ça, il y a une vidéo qui a été également faite. Vidange du liquide de refroidissement, ça j'ai également fait une vidéo là-dessus. Liquide de refroidissement, vidange du liquide de frein. Donc effectivement, malheureusement, très peu de garages, entre guillemets, effectuent cette vidange du liquide de frein complètement, c'est-à-dire vraiment partir du réservoir du liquide de frein et aller jusqu'au vidanger le liquide également contenu qui va donc vers les 4 roues. Hein. Donc il y a également donc des flexibles qui vont alimenter les 4 roues. Vous avez donc par exemple votre voiture qui est donc ici. Schématiquement, hein. Vous avez donc vos roues, votre moteur qui est donc vers l'avant, votre réservoir de liquide qui est par exemple ici, et vous avez ici, admettons donc des flexibles qui partent pour alimenter vos 4 roues, et une vidange donc de ce liquide de frein, ça consiste à vidanger bien entendu le réservoir ici, mais également ce qu'il y a à l'intérieur des flexibles, ce qui nécessite justement de démonter les roues, de pouvoir accéder donc à une petite vis de purge, mais également de vidange. Donc je ferai également une vidéo là-dessus pour vous montrer comment purger, mais surtout comment vidanger correctement votre, on va dire, votre circuit de liquide de frein, sachant que voilà, encore une fois, ça dépend de vos conditions de conduite. Si vous conduisez, donc là c'est l'avant, hein, si vous conduisez, on va dire de manière, on va dire sportive, ou que vous habitez dans une région montagneuse et que vous êtes obligé de solliciter régulièrement vos freins, on va dire que l'ennemi entre guillemets ou les ennemis entre guillemets du liquide de frein, ce sont la chaleur dégagée par les plaquettes de frein, cette chaleur et également l'humidité environnante. Il faut savoir donc que même si le circuit de liquide de frein est étanche, il y a toujours de l'humidité qui arrive à passer, ne serait-ce que même dans le réservoir. Quand vous faites par exemple votre contrôle, votre niveau, vous ouvrez ici, et donc vous avez quand même un peu d'air qui rentre à l'intérieur, mais il faut quand même ouvrir pour vérifier le niveau. Sur certains véhicules, vous pouvez voir le niveau, on va dire, sur le côté, mais vous ne verrez pas correctement la couleur qui est également significative. On va dire qu'un liquide de frein a une belle couleur rouge cerise,
alors que à l'intérieur, quand il va commencer par exemple à s'abîmer, à se détériorer, cette couleur va virer plutôt vers le marron. Donc rien ne vaut de démonter ici, d'enlever le capuchon et de vérifier la couleur du liquide de frein. Voilà. Ensuite, vous avez un vidange de la boîte de vitesse. Ça également, c'est rarement fait ou pas souvent fait, en tout cas dans les concessions ou autres, parce que on peut entendre que voilà votre boîte de vitesse a une huile d'une durée très très longue, voire même la durée du véhicule. Et donc par expérience, voilà, par expérience, je n'y crois pas. Surtout que quand on prend et qu'on touche une huile neuve et une huile usagée, d'une part la couleur n'est pas la même, mais en plus vous sentez au toucher, au niveau viscosité, qu'elles ont plus rien à voir. Donc je ne pense pas qu'une huile qui a fait une huile de boîte de vitesse qui a fait 200 000 km par exemple ait les mêmes caractéristiques, les mêmes performances qu'une huile qui en a fait 60 000. Voilà. Donc d'où, en tout cas pour ma part, hein, j'effectue cette vidange tous les 60 000 km. Je ferai également des vidéos là-dessus. Et ensuite, donc 80 000 km ou tous les 4 ans, remplacement de la courroie de distribution. Avec donc la pompe à eau. 80 000 km, donc avec, on va dire, un delta de kilomètres, c'est-à-dire que si à 80 000 km, votre courroie, on va dire qu'elle est pas craquelée du tout, qu'elle a un très bel aspect, elle est propre et autre, vous pouvez aller au-delà, c'est-à-dire 90 voire 100 000 km. Mais c'est un organe plus que critique. Si cet organe-là, il lâche, votre moteur a de très très grandes chances d'être cassé dans les secondes qui suivent. D'où l'intérêt quand même de remplacer ces courroies de distribution. Alors certes, au garage, ça coûte un certain prix. La prestation, c'est entre 500 et plus en euros, 500 € et plus. Je ferai également une vidéo là-dessus, comment remplacer une courroie de distribution avec les différents repères, en mettant en place justement quelques sécurités justement pour pouvoir faire cette intervention qui est critique, mais si voilà, on respecte certains points précis, il n'y a aucune difficulté entre guillemets. C'est sûr que la pression est là, on se met une pression parce qu'on sait que derrière, ben voilà, c'est quand même un organe très très sensible du moteur, mais en respectant certaines tâches, on peut assez facilement remplacer une courroie de distribution. Voilà. Ensuite, j'ai noté donc bougie de préchauffage pour les diesels ou bougie d'allumage pour les essences. Donc bougie d'allumage pour tout ce qui est essence aux environs de 30 000 km ou dès que vous voyez que votre moteur commence à tout sauter. Et les bougies de préchauffage, c'est quand vous voyez que votre véhicule a du mal à démarrer, on va dire ce que l'on appelle vulgairement au quart de tour. Si c'est un petit peu de mal à démarrer, déjà, je ferai également une vidéo là-dessus, c'est démonter vos bougies de préchauffage, testez-les, et effectivement, si une est HS, vous remplacez toutes vos bougies, et pas seulement celle qui est HS. Voilà. Si déjà vous faites l'intervention de contrôle, autant en profiter pour tout remplacer. Donc si vous avez un 4 cylindres, forcément vous remplacez les 4. Un 6 cylindres, vous remplacerez les 6, ainsi de suite. Balai d'essuie-glace, dès que vos balais commencent à faire du bruit ou que les petites languettes des balais d'essuie-glace commencent à être fatiguées, vous les remplacez. J'ai donc également fait une vidéo là-dessus. Disque de frein, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, filtre habitacle, donc également un élément quand même important. Le filtre habitacle est à remplacer au moins une fois par an. Si c'est pas 2 fois, pour ma part, je le remplace 2 fois par an. Dès qu'il n'y a plus de pollen, donc aux environs du mois de mai,
mai-juin, quand vous avez plus de pollen, ou si vous voulez, avant de partir en vacances, vos grandes vacances d'été, vous remplacez votre filtre habitacle, et également avant d'arriver donc la saison d'hiver, remplacez également votre filtre habitacle. Il faut savoir quand même qu'un filtre habitacle, c'est un peu comme le filtre à air de votre moteur. Un filtre habitacle empêche donc différentes choses, que ce soit poussière, pollen ou autre, d'entrer dans votre véhicule. Mais il a également une autre fonction qui est également essentielle, c'est que s'il est en bon état, il permet également à la ventilation de votre véhicule de travailler de fonction optimale, et donc en hiver de pouvoir chasser rapidement l'humidité qu'il y a sur vos vitres. La différence de température entre dehors et dedans fait que vous avez rapidement de la buée sur votre pare-brise et sur vos vitres latérales. Alors même si vous mettez un coup de clim, vu que c'est un air qui sera plus sec, ça va rapidement enlever l'humidité des vitres. Mais si votre filtre habitacle il est colmaté, il est bouché par on va dire du pollen, des insectes et autres, votre ventilation aura du mal à faire circuler l'air et à évacuer l'air de votre voiture, d'où l'intérêt d'avoir un filtre habitacle remplacé au moins une fois par an, si ce n'est pas 2 fois. Voilà. Ensuite, plaquettes de frein, donc j'en ai parlé tout à l'heure, à contrôler dès que vous remplacez vos pneus. Changement donc été-hiver, donc ça veut dire 2 fois par an. Contrôlez vos plaquettes de frein. Si vous avez des témoins d'usure, bon ben tant mieux. Et si vous en avez pas, donc là je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment contrôler vos plaquettes de frein et comment les remplacer. Voilà. Donc n'hésitez pas, donc là maintenant on a terminé, donc n'hésitez pas à, on va dire, me poser des questions si vous avez des doutes. Bien entendu, ceci, ce sont, on va dire, mes préconisations que je m'applique à moi-même, parce que voilà, c'est l'habitude de travailler comme cela, et ça permet également d'avoir des véhicules qui sont en bon état et qui peuvent avoir voilà dépasser facilement les 200 000, 300 000, et voire pour une voiture, là je suis à plus de 430 000 km. Donc je respecte ceci, il y a l'expérience quand même qui parle, on parle quand même de mécanique, d'usure de pièces, donc il y a quand même des éléments à remplacer, comme les filtres qui retiennent justement les particules et qui sont ensuite donc jetés pour mettre des filtres neufs. Donc vous maintenez en état des éléments de votre voiture, comme le moteur, comme le boîte de vitesse, on va dire comme également tout ce qui est direction assistée, les freins. Voilà, donc on touche quand même à tout ce qui est organes de sécurité, organes de propulsion. Et donc le fait de respecter, on va dire, et de remplacer de façon régulière ces éléments-là vous permet d'augmenter fortement la durée de vie de votre véhicule. Alors certes, ça a un coût, remplacer différentes choses ça a un coût, mais si vous regardez, il y a énormément de contrôle également. Et qui dit contrôle veut dire également que dès qu'on voit une différence, eh bien on n'attend pas d'aller jusqu'à la casse qui elle va coûter beaucoup plus cher, mais on peut justement soit ajouter du liquide, soit faire une vidange, parce que justement faire une vidange effectivement tous les 10 000 km, ça a un coût. Bon, on va dire que un bidon de 5 litres plus un filtre à huile, pour moins de 50 €, largement moins de 50 €, vous avez fait votre vidange. Mais il faut savoir quand même qu'un moteur, ça coûte beaucoup plus cher, et que faire tous les 10 000 km, par exemple, vidange plus filtre, vous permettra d'avoir un moteur vraiment propre, vraiment sain, et qui va vraiment durer dans les temps. Il faut savoir quand même que un moteur, bien qu'il soit lubrifié, s'use quand même, et l'objectif, c'est qu'il s'use le moins vite possible, de façon à ce qu'il dure le plus longtemps possible. D'où l'intérêt de remplacer et l'huile
et les filtres. Mais c'est valable également pour la boîte de vitesse, pour tout ce qui est, on va dire, le carburant. Hein, sachant qu'on fait quand même le plein très souvent, que les stations d'essence, les cuves des stations d'essence sont pas nettoyées tous les ans. Et donc vous avez des dépôts dans ces cuves-là que vous pouvez récupérer dans votre réservoir de véhicule. Et le seul organe de sécurité, ou on va dire qui permet de nettoyer ceci, c'est votre filtre à carburant. D'où l'intérêt de remplacer rapidement, enfin, on va dire remplacer régulièrement votre filtre à carburant, qui lui-même va protéger vos injecteurs qu'il y a derrière. Et donc les injecteurs, ça a quand même également un coût. Voilà, d'où l'intérêt de vous mettre également un tableau. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.